Tu prends le volant ? Ouais. Bon, aujourd'hui, on va faire un BDR mobile et même automobile. Tiens, ferme ta porte, Yvan. Là, je sors de chez une assistante maternelle dans mon coin, là, dans la Somme. Parce que j'ai une mission d'information sur les métiers du lien pour la commission des affaires économiques. Voilà, ça tangue pas trop, ça va ? Oh là. C'est bon, trop tôt. Sur ce que j'appelle les métiers du lien, c'est-à-dire assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, animateur périscolaire et accompagnant d'enfants en situation de handicap. Donc tous des métiers qui aujourd'hui sont sans statut et sans revenu. En fait, je m'étais engagé plus ou moins pendant la campagne électorale à dire que, notamment pour les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent des personnes âgées, de voir comment on pourrait améliorer leur situation, quoi. Et là, j'ai décroché la mission. Déjà, la mission qui, à moi, va me faire du bien, parce qu'au moins pendant 6 mois, j'ai un objectif, c'est pondre un rapport qui soit une espèce de pierre angulaire pour essayer de construire un truc pour ces femmes en général, c'est à 85% des femmes. Et je crois que c'est pas un hasard si ce sont des métiers maltraités, parce que grosso modo, le raisonnement inconscient de la société, c'est bon, elles ont fait ça pendant des siècles chez elles, gratuitement, on va les payer un peu, elles vont pas nous emmerder. Tu vois, la femme chez qui on sort là, il y a eu des moments où elle touchait 150-200 euros, il y a des moments où c'était 600, elle est montée jusqu'à 900, alors qu'on lui amenait les gamins parfois à 6h du matin et ça quittait à 7h du soir. Donc une invasion de la vie privée que le mari ne supportait plus, ce qui a contribué à une crise conjugale. Et là où on voit la dépendance de la femme dans un métier comme celui-là, c'est qu'à partir du moment où il y a rupture, la maison, elle appartenait au mari. Elle perd la maison, donc elle perd l'agrément pour les enfants, donc elle perd le boulot qui va avec. Et donc là, elle se retrouve chez ses parents, et sans revenus, presque. Je crois qu'elle a 100 euros et des brouettes de chômage, hein, c'est ça. Pas le droit au RSA parce qu'elle est chez ses parents. Et voilà, c'est la misère, quoi. Et ça montre la dépendance dans un métier comme celui-là, parce que si tu te sépares, le mari, c'est lui qui a le plus gros revenu, donc tu perds la maison, et comme l'agrément pour avoir des enfants à domicile, il va à la maison, paf, tu perds le boulot qui va avec. Donc une très grande dépendance. Je trouve ça, enfin voilà, c'est intéressant. Je suis allé au relais d'assistante maternelle de Longo, au relais d'assistante maternelle de Piquigny. Là, on va à la permanence, on va rencontrer des auxiliaires de vie sociale qui sont sur Abbeville. On va rencontrer des animateurs et surtout des animatrices du périscolaire qui sont en situation de précarité. Enfin voilà, c'est mon truc. Et puis, à côté de ça, on rencontre des intellos. Tu vois, j'ai fait venir à l'Assemblée nationale Dominique Bourg, mercredi, pour l'interroger sur est-ce que la société, il y a moyen qu'elle bascule des biens vers les liens. Donc il m'a déjà dit que maintenant dans les focus group, c'est des trucs où on réunit les gens pour discuter des produits. Tu vois, Danone lance un nouveau yaourt, paf, il y a un focus group sur le yaourt de Danone ou sur la crème, le truc Ménène là, tu sais, qu'on fout sous les bras. Bon, il y a des focus group qui s'interrogent sur les parfums, comment il est, le design, machin. Et maintenant, ce que disent les responsables des focus group, c'est qu'il y a un truc qui est fini, qui est mort, c'est la magie de l'objet. Pour les gens, il n'y a plus de magie de l'objet. Il y a une fonctionnalité de l'objet, mais la magie, elle a disparu. Donc ça veut dire que ce que lui appelle la spiritualité, que moi j'appelle l'imaginaire, il est en train de fuir les objets, il est en train de fuir les biens, et il faut l'amener sur autre chose. Donc on a des discussions comme ça. On a eu une discussion qui était sur, grosso modo, il y a un paradigme qui fait que depuis Descartes, il y a l'animal-machine. Ça se confronte à donc là, si on continue dans cette direction-là, c'est le surhomme, le transhumanisme, quoi. L'homme qui s'éloigne de la nature, qui s'en détache. Et il dit ça a rencontré un deuxième paradigme, qui est le paradigme de Darwin, qui dit qu'au fond, l'homme appartient à la nature, qu'il y a une sélection chez l'homme, comme il y en a pour toutes les espèces. Et là, on est dans peut-être le passage d'un paradigme à un autre. Bon, voilà, des trucs comme ça. On a rencontré Cynthia Fleury la semaine d'avant. Alors, pourquoi je dis ça ? Tu sais, j'ai eu une rencontre avec des urgentistes à la gare du Nord
Donc pas des médecins d'ailleurs, plutôt des infirmiers, des aides-soignants et tout ça. Et à un moment, ils me parlent de leur budget, de tout ça, mais je dis, mais est-ce que vous avez invité Cynthia Fleury à venir parler? C'est une philosophe qui a écrit un bouquin sur le soin est un humanisme. J'ai pas tout compris dans le bouquin en toute honnêteté, mais bon. Et je leur dis, mais est-ce que vous l'avez invité? Pourquoi? Parce que pour moi, les idées, elles participent de la lutte. Elles participent d'amener de l'oxygène dans la lutte, d'amener de l'envie dans la lutte et d'amener du sens dans la lutte. Et qu'à un moment, la lutte, elle dépérit par désespérance et aussi de conquête matérielle, mais aussi du fait que sur le plan spirituel, tu vois plus à quoi ça t'amène, tu vois. Et donc je pense que là, donc par exemple, Cynthia Fleury, elle est venue nous dire qu'elle a parlé de la politisation, qu'elle était pour la politisation de ces métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une réflexion qui se dit, est-ce qu'il faut que assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap, ça soit professionnalisé et ça soit pas les familles qui s'en chargent. Après tout, traditionnellement, c'est les familles qui se sont chargées des bébés, c'est les familles qui se sont chargées des personnes âgées, c'est les familles qui se sont chargées des personnes handicapées. Et elle nous dit, non, je suis pour que ça soit public, ce qu'elle appelle politisé. Je suis pour que ça soit une profession. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, en fait, cette manière de fonctionner, quand on dit les familles, ça veut dire les femmes. Et ce que ça a produit, elle appelle ça, il me semble, c'est une usure de l'âme ou une usure de soi. Et qui fait qu'en fait, ça produit des maladies psychiques. Par exemple, l'hystérie, elle dit, a complètement baissé. Pourquoi? Parce que le travail des femmes a été un instrument de libération et d'élimination de cette usure permanente de soi. Donc elle est pour la politisation de ces métiers. Et elle dit aujourd'hui, on est passé de ces psychoses-là, des hystéries, à aujourd'hui quelque chose qui est plus de l'ordre de la névrose. C'est par exemple la bipolarité et tout ça, c'est la réification qui domine la société. C'est quoi? C'est la crainte des individus d'être transformés en objets qui ne restent plus, qui soient réduits à une fonction, et qu'à ce moment-là, il y ait un schisme entre leur moi intérieur et leur fonction sociale. Et ça produit une division qui est créateur de névrose, elle explique. Enfin voilà, on a des trucs passionnants comme ça, mais moi ça me paraît vachement intéressant. Pourquoi? Parce que je vais dire un truc comme ça, mais je crois que y a dans le corporatisme de l'universel. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'une lutte est corporatiste, sur les urgences par exemple, ça peut être regardé comme les urgentistes, ils se bagarrent pour leur salaire et ils se bagarrent pour leurs conditions de travail. Mais en fait, on peut regarder l'universel à l'intérieur d'une lutte. Et l'universel, là, c'est quoi? C'est le refus des urgentistes d'être eux-mêmes réduits à une fonction, à des actes, tu vois, réifiés par la société, et de réduire les gens qu'ils ont en face d'eux à des objets eux-mêmes. Que les patients soient réduits à des objets sur lesquels on vient juste faire des actes. Et maintenir le lien à l'intérieur de ça, et que de ne pas réduire leur métier à des actes, ça veut dire que tu donnes de l'universel à un combat corporatiste, tu vois. Et là, c'est pareil sur tous les métiers du lien. Évidemment, c'est pour structurer des corporations. Donc, ce sont des combats corporatistes, mais dont je vois la portée, moi, universelle. Et le fait de rencontrer Dominique Bourg ou Cynthia Fleury, c'est aider à faire surgir de l'universel de combats qui sont des combats de secteur, sectoriels ou corporatistes. Là, je crois qu'on va pas tarder à se garer pour aller à la permanence. Ouais. Donc voilà, c'est mon grand truc. Et donc vous allez moins me voir dans l'hémicycle, vous allez moins me voir, j'espère, en commission. Je vais lâcher un peu tout ça pour me concentrer pendant quelques mois là sur cette mission d'information des métiers du lien dont je suis co-rapporteur, et j'espère que je vais être fier à l'arrivée du travail accompli, quoi. Je vais garder ce secret, je suis co-rapporteur, donc il y a un autre rapporteur, député En Marche. Et c'est une histoire d'amour qui commence. Mais on maintiendra le mystère. Ça, c'est du cinéma.
Tu veux me filer un tract, s'il te plaît, Hector? Tu veux le carton? Ouais, amène le carton. On est venu livrer aussi des tchofakirs sur les retraites. On n'a pas fait un truc super original en titre, on a mis Robin des Bois à l'envers, tu vois, sur les retraites toujours, parce que bon, alors qu'est-ce qu'on a mis pour jaune, rouge, vert le 5 décembre et le 6 et le 7, j'espère le 8 et le 9 et le 10 et le 11, quoi. On a commencé par la citation de François Fillon, elle est quand même pas mal, il faut quand même l'utiliser au maximum, donc mémorisez-la bien. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur de points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Alors Macron, alors, il reprend manifestement cette idée, mais sans l'avouer de manière aussi affichée. Ce qui me paraît intéressant, moi, dans ce que j'ai lu, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment frappant. C'est, dans un rapport de la Cour des comptes, on a une augmentation de 157% en 10 ans de l'allocation RSA pour les seniors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la montée de l'âge, comme de toute façon, ils ne retrouvent pas de boulot, hein, j'ai les stats, mais à 50 ans, je crois qu'il n'y en a que 50% qui retrouvent du boulot. À 57 ans, il n'y en a plus que 30%. Et à 60 ans, il n'y en a plus que 20% qui retrouvent du boulot. Comme ils ne retrouvent pas de boulot, on passe d'une retraite méritée à l'allocation de pauvreté. Plus 157% en 10 ans. Donc voilà, plus ça devient difficile de choper de la retraite parce qu'on allonge la durée de cotisation où on dit, bah voilà, ça sera l'âge pivot sera 64 ans, comme dans la réforme de Macron là, plus en vérité, ça passe vers une allocation de pauvreté. Alors, je veux dire, l'injustice de cette retraite, elle est manifeste. Il a voulu le faire pour des raisons de justice, c'est-à-dire d'en finir avec tous les systèmes de retraite. Ça peut être discuté. Bon, maintenant, quand Macron se charge de justice, moi, je suis quand même très méfiant. Le mec qui commence par supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune et de supprimer les contrats aidés en même temps, c'est pas le garant de la justice dans ce pays. Mais bon, et là, je veux dire, il y a plusieurs injustices. D'abord, le capital, où est-ce qu'il est mis à cotisation? Quand tu as une hausse des dividendes, comme tu l'as, de 13% cette année, pour atteindre 57 milliards, où est-ce que ces dividendes ils sont placés dans le calcul pour les retraites? C'est une question clé, le rapport capital-travail. Ensuite, sur l'espérance de vie, on sait qu'il y a 13 ans d'espérance de vie entre les ouvriers ou les plus pauvres et les cadres. 13 ans. Et si jamais tu as un âge pivot, ça veut dire qu'il y en a qui cotisent pendant des années pour ce qu'ils ne toucheront pas, tandis que les autres toucheront. Donc il y a une injustice à ce niveau-là. Et enfin, il y a une injustice vis-à-vis des femmes avec la pension de reversion qui va être décalée de 7 années. Donc voilà, triple injustice. Où est le capital en classe, ouvrier, cadre, on va dire, et vis-à-vis des femmes. Donc bon, c'est pas une bonne réforme. Et puis bon, moi ce que je regarde, c'est surtout que dans la durée, ce sont les mesures politiques prises en 1945 qui aboutissent dans les années 70 à rompre une malédiction millénaire. C'est-à-dire que pendant des millénaires, la vieillesse dans les milieux populaires a été synonyme de pauvreté. Et ça, c'est brisé dans les années 70. On a une diminution par 4, ça passe de 30% à 7%, grosso modo, du taux de pauvreté des personnes âgées, qui est aujourd'hui toujours, malgré les réformes Balladur, Fillon, Raffarin, Fillon 2 et ainsi de suite, et là Macron, qui est toujours pour l'instant inférieur au taux de pauvreté général. Donc ça, c'est une malédiction millénaire qui a été rompue. Il ne faudrait pas que par des contre-réformes successives, je refuse moi le mot réforme. Tu sais, dans les années 70, la CGT et le Parti communiste, ils disaient contre-réforme, contre-réforme, contre-réforme. Parce qu'une réforme, c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas leur laisser. On a le droit de faire des réformes. On a le droit d'être réformiste. Par contre, eux, ce qu'ils font, ce sont des contre-réformes. Eh bien, voilà, qu'à nouveau, on renoue avec une malédiction millénaire qui fasse que dans les milieux populaires, vieillesse redevienne synonyme de pauvreté. Il ne faut pas ça. Et donc, voilà pourquoi moi, je serai le 5 dans la rue. Et puis, j'espère que je ne serai pas tout seul. Enfin, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on a mis en bas, là. Jaune, rouge, vert, le 5 décembre et le 6 et le 7. Pourquoi jaune, rouge, vert? Parce que je pense que c'est un modèle de société. C'est pas seulement la retraite, c'est un modèle de société. C'est quoi? C'est
est-ce qu'on veut des millionnaires ou est-ce qu'on veut la décence commune? Tu sais, la common decency de Orwell. C'est quoi la common decency de Orwell? C'est que les besoins essentiels soient comblés. Quels sont les besoins essentiels? C'est être éduqué correctement, se nourrir dignement, se vêtir dignement, se loger dignement, être soigné dignement et vieillir dignement. Tu vois, il faut avoir ces garanties-là dans l'existence pour pouvoir être solide. Donc je pense que c'est pas seulement les retraites, c'est un modèle de société. La common decency, voilà. Bon, allez hop. Alors je te fais... Parce que là, on attend des auxiliaires de vie sociale, donc je meuble. On revient sur Whirlpool la semaine dernière. Alors, d'abord dire comment s'est passée l'interpellation de Macron. Tu vois, le petit off. Comment ça s'est passé? Bon, au départ, il y a la préfecture. Au départ, ce que prévoient les autorités, on va dire, c'est que ça se passe à la préfecture, derrière des portes closes, avec 4 salariés de WN Whirlpool. Tu vois, c'est le plan de départ. Moi, je ne suis pas chaud sur ce truc. Les syndicats listent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils disent, quand Macron il est venu pour annoncer des bonnes nouvelles, c'était devant tous les médias et tous les salariés. Donc maintenant qu'il vient pour passer la serpillière avec tous les dégâts qu'il y a eu chez Whirlpool WN, ça doit être devant tous les médias et tous les salariés. Voilà. Macron arrive le vendredi matin et commence par faire une visite de Algeco. Algeco, c'est le petit bout de Whirlpool. Il faut voir que c'est d'immenses entrepôts vides, mais c'est immense, immense, immense. C'est le désert industriel, il se vit là par le vide des hangars. Macron, il commence sa visite évidemment par le petit bout où il reste 30 salariés sur le site, tu vois. Bon, bah voilà, très bien, il fabrique des meubles pour, par exemple, les hôtels Mercure et tout ça. Et donc, il va discuter longuement avec chacun des salariés. Et là, il y a des perches de médias, il y a les caméras, il y a les appareils photo qui cliquettent et tout ça. Bon, voilà. Et puis après, et je suis là, je suis avec la préfète, avec les autres élus et tout ça. Bon, on glisse vers l'atelier où attendent les anciens salariés de Whirlpool WN. On commence à discuter, je me retourne, mais je vois plus de caméra, plus de micro, plus rien. Ils avaient disparu d'un seul coup. Alors je dis ça à Fred Chantrel, tu vois, et puis à Patrice Noquet. Je dis, mais attendez, vous avez vu, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, ils sont pas là. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ah non, 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 si c'est comme ça, monsieur le président, nous on arrête là tout de suite, on veut les médias. Macron qui dit, bon, bah oui, si vous voulez, oui, allez-y, bon, voilà. Et donc ils vont ouvrir les portes. Et les médias, ils se radinent. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Au départ, c'était pas... Enfin, il y avait une volonté qu'ils ne soient pas là, tu vois. Bon, ensuite, donc il y a l'échange avec Macron. Je m'en veux parce que je pense que j'ai pas fait bien le boulot. Ce que j'ai pas dit, ce que c'était au fond, cette histoire, c'est de la défaisance. Tu sais, toi tu connais parce que tu es dans le coin, non, tu connais pas trop. La défaisance, tu connais pas, Hector? Défaisance, c'est quoi? C'est un gros groupe. Il veut larguer une partie de son truc. Mais c'est comme un sparadrap qui lui colle à la peau. Il va avoir à payer cher pour ça. Et puis ça va lui rester, on va lui rappeler pendant des années et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il trouve un naïf ou un cynique pour faire comme s'il reprenait le bordel. Et hop, je te passe le paquet de merde, je te mets un paquet de pognon avec, mais maintenant c'est toi qui gères. Tu vois? Et nous, dans le coin, on l'a vu un paquet de fois. On l'a vu à Bertaucourt-les-Dames, chez Parisot, siège de France. Bon, moi, je l'avais vu dans des boîtes aussi en Rhône-Alpes. Bon, on connaît ça par cœur. Et là, ça a été Nicolas Decailleux, qui, soit en cynique, soit en naïf, s'est dit, allez, je reprends le truc, je reçois, je sais pas, 10-15 millions d'euros, et je vais... Bon, et puis au bout d'un an, c'est terminé. Le problème, c'est que l'État a été complice de cette défaisance. Parce que maintenant, on ne peut plus aller chercher Whirlpool en disant « vous devez encore payer, vous deviez avoir un projet de réindustrialisation derrière, vous avez vu le projet, c'est nul ». Donc l'État a été complice de cette défaisance. Complice volontaire ou involontaire. Complice conscient ou inconscient. Et ça, je ne l'ai pas dit à Macron et je m'en veux de ne pas l'avoir dit à Macron, tu vois. Bon, je suis sorti, je m'en voulais. Ça tourne. Donc on prend là. Entre-temps, je le signale juste, mais on a vu une auxiliaire de vie sociale donc qui passe chez personnes âgées, qui nous a montré son planning. Donc elle travaillait de mémoire de 7h51 le matin jusqu'à 19h48
mais avec des tas de trous à l'intérieur, donc c'est-à-dire quasiment 12 heures d'amplitude horaire. Avant le dernier patient, je ne veux pas dire client, mais elle a attendu 1h30 dans sa voiture, ça c'était hier, donc elle nous a montré son planning d'hier, et à la fin du mois, elle est payée 750 € 16. Enfin, plus exactement 800 €, mais elle a des trucs à payer aux impôts. Il lui grappille un peu de sous sur son compte. Donc, elle est à 759 €, sachant qu'elle travaille 3 week-ends sur 4, en plus de travailler la semaine, tu vois. Et à la fin du mois, elle est à 759 €. Je ne sais pas si tu imagines le délire. Bon, voilà pour qui on se bat. Bon, allez, on y va. Et je termine dans la bagnole. Il y a un mec, on passera à la pizzeria de Flic Secours. On a aidé le mec de la pizzeria de Flic Secours à s'installer. Bon, alors, la grande polémique de la semaine, les accords cachés entre François Ruffin et Emmanuel Macron. Je reprends le dossier Ecopla et je le dis, tu vois, j'en rigole, je me sens bien là-dessus. Il y a des trucs, tu le sais, quand je fais frites, goff, foot, je me sens le cul merdeux, pas à l'aise, je sais que j'ai merdé, quoi. Et là, je suis tellement sûr qu'on a fait de notre mieux pour se bagarrer sur le dossier Ecopla et qu'on n'a rien lâché et qu'on était comme on est quand on fait ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire on est au combat et on pense le matin, on se réveille en pensant Ecopla, on bouffe le midi, c'est du Ecopla, on se brosse les dents Ecopla et ainsi de suite. Tu vois, on était dans ce mode-là. Il fallait sauver Ecopla. Et donc dans ce cadre-là, les gars qui sont à Saint-Vincent-de-Mercuse, qui pour l'instant distribuent des tracts sur les marchés dans leur coin ou font des réunions publiques à Grenoble, au mieux, je suis même pas sûr. À la Bourse du Travail, eh ben on se dit, il faut qu'ils montent à Paris, il faut qu'ils aillent à Bercy, il faut qu'ils aillent à la fête de l'UMA, il faut qu'on leur fasse faire la tournée des QG de campagne. Et donc on les amène entre autres devant le QG de Macron qui était Tour Montparnasse. Parce que Macron, comme ministre de l'économie, il n'avait rien foutu sur le dossier Ecopla. Pourquoi ? Parce qu'il se consacrait à l'époque à sa campagne déjà en étant ministre et il faisait payer en vérité les premiers temps de sa campagne par de l'argent public. Bon. Au départ, ils ne veulent pas nous recevoir à la Tour Montparnasse. On squatte, on finit par avoir une réunion, on rencontre avec Macron. Il s'en prend dans la tronche en présence d'un journaliste. Il y avait un journaliste de Radio Nova. C'est pour ça que quand je lis dans Le Parisien, par exemple, que les deux hommes, Emmanuel Macron et François Ruffin, ont discuté. Non, c'est pas vrai. Il y avait tous les salariés qui étaient là. Il y avait des cadres du mouvement coopératif. Il devait y avoir une insoumise de Grenoble et il y avait une journaliste de Radio Nova. Donc bon, voilà, c'était pas du tout un truc confidentiel entre Macron et moi. Pendant 1h30, Macron, il s'en prend plein la tête par les ouvriers d'Ecopla. Vous nous avez lâché. Tout ce que vous avez trouvé à nous faire, c'est nous envoyer une lettre le jour où vous êtes parti. La seule nouvelle qu'on a eue de vous, c'est un courrier qui dit je transmets à Sapin pour le jour où vous êtes parti. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, et là, au bout d'1h30 de discussion, Macron il s'excuse et il dit c'est ma faute, c'est ma responsabilité, c'est mon erreur, j'admets. Bon, moi en entendant ça, je me dis bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'abord, vous devez mobiliser vos réseaux au ministère de l'économie, il doit bien vous en rester. Vous devez alerter Sapin sur le dossier, vous devez faire un courrier au tribunal de commerce qui doit changer de décision. Vous devez aussi le dire dans les médias. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous interpeller publiquement et vous allez reconnaître votre erreur. Qu'est-ce que ça avait comme objectif ? C'est que à partir de Macron, du moment où Macron reconnaît une erreur, ça devient un dossier phare de la campagne présidentielle. On sort de là et aussitôt en sortant, je dis aux copains, bon allez, on va directement au meeting de Macron, les jeunes avec En Marche. Alors que c'est pas du tout ce qui était prévu. Les gars ils me disent ah ouais tu crois ? Parce que moi je vois déjà que si on attend que les copains ils redescendent à Saint-Vincent-de-Mercuse, qu'il faut les faire monter à nouveau, ils n'ont pas de pognon non plus. Hein, c'est comme ça que ça se mène les luttes. Ils n'ont pas de pognon, ils prennent des cars Macron, il faut qu'ils se bloquent 2-3 jours. Ils payent l'hôtel ou alors on trouve à les faire héberger par des copains fakiriens qui sont sur Paris. Ça demande toute une logistique. S'il faut refaire ça pour interpeller Macron, c'est mort. Donc on y va directement. Et là, le staff de Macron, il me dit mais c'est dégoûtant ce que vous faites. Pourquoi vous faites ça maintenant ? Vous venez perturber notre campagne. Mais oui, non, mais attends, c'est ça le jeu, tu vois. Et donc ça nous permet de mettre
un grand coup de lumière sur la lutte des écoplats et ensuite la lutte, elle ne va pas être victorieuse, mais elle va se mener dans des conditions qui sont bien différentes. Moi, je suis convaincu que dans tout ça, nous avons bien agi et même nous avons agi avec transparence puisque il y a un journaliste de Radio Nova qui est là et on lui explique notre tactique, c'est de mettre Macron, de faire profiter les écoplats de la lumière de Macron. Donc ça, c'est clair. C'est pour ça que j'en parle, moi, vraiment avec tranquillité. Maintenant, il faut voir ce que c'est que les luttes qu'on mène. C'est pas David contre Goliath. Parce que David, il sait déjà manier la fronde. Il a son caillou, il a sa fronde. Nous, quand on va pour mener des luttes, comme chez les écoplats, les gars, ils sont complètement déboussolés. On leur dit qu'il faut aller heurter le ministère de l'économie, chercher l'ancien ministre. Il faut bouleverser tout ça. Quand on défend Madame Gueffard à Agen, une femme de ménage qui vient de se faire jeter par Honnête parce qu'elle a traversé les voies, parce qu'elle n'avait pas assez de temps pour faire son boulot, bah oui, dès que je vois le maire d'Agen qui paraît être en train de bouffer dans un restaurant, il est de droite, je m'en fous. Je vais chercher le maire d'Agen. J'essaye de le mettre dans la lutte et d'ailleurs il signe des trucs pour dire voilà, réintégration de Madame Gueffard. J'ai des rendez-vous avec la direction de Honnête pour faire réintégrer Madame Gueffard. Tu vois, et donc toutes les batailles qu'on a menées, mais dans Merci Patron, quand on gagne sur Jocelyne et Serge Clure, putain, on arrive là, on ne sait pas comment on va pouvoir lutter avec Jocelyne et Serge, qui sont démotivés, comment on va les ranimer. Ben, la même bataille se mène avec les écoplats. Donc il faut aller chercher les petits cailloux avec lesquels qu'on va mettre dans la fronde, apprendre à manier la fronde avec les petits David que sont Jocelyne et Serge Clure, que sont Karine et Christophe qui est chez Ecopla, qui est Madame Gueffard à Agen, et essayer de se battre contre les Goliaths des multinationales, les Goliaths de la politique, les Goliaths de tout ça. C'est dur. Tu fais ce que tu peux là-dedans. Dès que tu vois que tu as une cartouche à jouer, tu la prends, tu la joues, ton petit caillou, tu le prends. Si c'est le petit caillou Macron, tu le prends, le petit caillou Macron pour le jouer. Moi, je veux bien prendre des leçons de lutte sociale, mais je veux la prendre par des lutteurs sociaux. Si c'est Patrick Bernard de la CGT Métallurgie de l'Isère qui m'explique comment se mène une lutte et que c'est pas comme ça qu'on fait, qu'il faut faire plutôt comme ci, comme ci, comme ça, parce que quand on mène la bataille Ecopla, on la mène aussi avec la CGT, en se demandant, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire? Bah oui, bah il y a telle opportunité, tac, on la prend, tu vois. Bon, si c'est Patrick Bernard qui me donne des leçons de lutte sociale, je les prendrai, et je les prendrai toujours. Tu vois. Maintenant, si c'est depuis le Café de Flore qu'on vient me donner des leçons de lutte sociale, là, ça va pas marcher, quoi. Bon, c'était mon mode un tout petit peu plus vénère. En fait, moi, je me sens... Tu sais, il y a des moments où tu te sens sale. Parce que l'objectif, c'est comme si c'était de jeter la honte, tu vois, sur tout ça. Je sais que j'ai des tâches. On a tous des tâches. Mais je veux pas d'abord être réduit à ma tâche. Le jour où j'aurai une tâche, qu'on verra bien ma tâche, je serai autre chose que ma tâche aussi. Et là, en l'occurrence, j'ai pas de tâche. Sur Ecopla, nous n'avons pas de tâche. Nous avons lutté du mieux qu'on peut. Nous avons lutté aux côtés des plus faibles, face à un tribunal de commerce véreux, face à des fonds de pension vautours, face à un patron, je ne sais plus si c'était sino-australien pourri, face à des ministres qui s'en foutaient complètement, face à toute des dirigeants politiques pour qui l'industrie c'est du passé. On a lutté face à tout ça et on a lutté comme on a pu. Ce qui m'importe, c'est Karine, Christophe et les camarades d'Ecopla. Et je sais ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'on a fait notre possible dans cette histoire. Bon, je voudrais conclure sur de l'art. Vraiment. Hier soir, en rentrant, j'ai vu l'un des plus grands documentaires politiques de mon existence. Vraiment, hein. La Cravate. C'est un film qui est tourné à Amiens en plus. C'est le portrait d'un militant Front National. D'abord, j'aime beaucoup quand on va chez l'adversaire. Je préfère avoir un portrait de militant Front National au fond qu'un portrait de militant trotskiste ou ainsi de suite, parce que c'est toujours une étrangeté, l'altérité, y compris l'altérité politique. Et ensuite, tout est génial dans ce film. Une mise en scène géniale. Une écriture géniale, c'est écrit comme un roman, c'est narré comme un roman du 19e siècle, c'est formidable. Et une histoire géniale. Franchement,
Voilà, la cravate, ça doit sortir en février. Et voilà, faut pas rater la cravate. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y a un effet de sidération. Tellement. C'est ordinaire, tu sais, j'aime bien, moi, quand on va chercher des trucs à côté de chez soi, je vois très bien où est-ce qu'est la permanence du Front National, le rideau qui se levait, et tout ça, de la Fédé. On voit Richard Moz, qui est un gars du coin, du Front National du coin, on voit Franck de la Personne, mais le portrait, c'est un petit gars normal. Bastien Régnier, il me semble, qui fait qui travaille dans un laser quest, à faire, tu sais, du laser game, là, et qui est militant sur ses heures perdues. C'est un portrait extraordinaire, voilà, d'un homme ordinaire, et ne pas rater la cravate. Ah, merde. Bon, bah à bientôt, François. À bientôt, avec 100 000 abonnés, c'est ça que je dis, là. Les pouces bleus, machin, là, truc. Non. Bon, la semaine prochaine, j'espère qu'on aura le temps de se poser quand même pour faire un bulletin dans ma cuisine. Voilà, ça sera quand même bulletin mobile et automobile, c'est bien, mais c'est vraiment parce qu'on doit courir dans tous les sens qu'on fait ça, quoi. Voilà, donc à la semaine prochaine en mode apaisé, zen.